Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue à vous dans votre émission Ma famille, ma vie. Il est 10h30 et nous sommes ensemble pour une heure de direct. Alors aujourd'hui, on va parler d'un sujet important pour la femme surtout. Il y a beaucoup de moments clés dans la vie d'une femme. Tout d'abord l'adolescence quand le corps se transforme. Ensuite une autre grande étape pour celles qui l'ont vécu, la maternité, une phase quand même assez délicate. On en a parlé plusieurs fois dans l'émission Ma famille, ma vie. Et par la suite, l'âge de quitter celui de la maternité pour rentrer dans cette période souvent mal vécue, mal perçue, qui est la ménopause. Moi, je dirais que c'est la période de la féminité. Alors, le thème du jour est ménopause, traverser cette période en toute sérénité. Donc, normaliser la ménopause au lieu de la stigmatiser permet de passer ce cap plus sereinement. Une période de la vie où la richesse de l'entourage va simplifier ce passage. Les tabous, les idées reçues autour de la ménopause, quels sont les désagréments les plus fréquents ? Et comment y remédier? Quels sont également les bienfaits de la ménopause? Car la ménopause aussi a de bons côtés. On en parle aujourd'hui avec nos invités. J'ai le plaisir et l'honneur de recevoir Dr Sérine Belkhoudia. Bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour Mounia, avec grand plaisir. Le plaisir est partagé. Avec nous aussi Dr Amel Lahrache, hypnothérapeute. Bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour Mounia, avec plaisir. Et pour sa rubrique Oui Cher, Wahida Selm Sherif. Bonjour Wahida. Bonjour Mounia. Ça va? Oui, ça va. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alors, du côté du point de vue médical, c'est quoi exactement la ménopause? Comment on pourrait la définir? La ménopause est une étape de la vie de la femme. C'est une étape tout à fait normale qui survient à partir, on va dire, de 45 ans jusqu'à 50-52 ans, 50 ans en moyenne. On commence à s'y attendre à partir de 42 ans, c'est-à-dire à 42 ans, 42-43 ans, on commence quand même à avoir les premiers signes. À avoir les premiers signes, oui, exactement. Le raccourcissement des cycles, le syndrome prémenstruel, une petite gêne, quelques soucis avant l'arrivée des règles. Mais le diagnostic de la ménopause est strictement clinique. C'est une femme qui va se plaindre d'arrêt des règles pendant une année. Une année, 12 mois, pour dire que cette femme est ménopausée. Va s'associer à cela des signes climatériques, c'est-à-dire que c'est une femme qui va avoir des bouffées de chaleur, qui sera embêtée, qui sera un petit peu anxieuse, qui va avoir des troubles du sommeil, une baisse de la libido. Mais je le dis, je le redis, le diagnostic est clinique. D'accord, très 12 bien. mois. Donc 12 mois. Avant ça, c'est ce qu'on appelle la périménopause. Exactement. C'est ça? C'est une préménopause, effectivement. Qu'est-ce qui se passe du point de vue hormonal? Donc c'est les hormones qui chamboulent tout, non? Oui, c'est une insuffisance. C'est un vieillissement de l'ovaire, une insuffisance ovarienne qui va s'installer progressivement. Donc je disais à partir de 42 ans, les cycles commencent à se raccourcir. On a des cycles de 24-25 jours. Par la suite, il va y avoir des cycles qui vont devenir un peu moins fréquents. Donc on va avoir tendance à avoir des règles qui sont éloignées. Et après ça, au bout de 12 mois, on peut dire que la femme est ménopausée. D'accord, très bien. Cette étape de la vie est souvent perçue comme un handicap. C'est une nouvelle phase dans le parcours de la vie d'une femme. C'est le début d'autre chose, Amel Lahrache? C'est la continuation, hein. C'est une autre étape. Pas une nouvelle étape, c'est une autre étape dans le cheminement d'une vie d'une femme. Et sur ce plan, puisqu'on parle de ménopause, il y a eu la puberté, ensuite l'âge adulte, et après c'est la ménopause. C'est une autre étape dans la vie de la femme. Une étape tout à fait normale. Tout à fait normale, qu'aucune femme, si tant est qu'elle vive jusqu'à cet âge, n'y échappera. C'est normal, c'est tout à fait naturel pour la moitié de l'humanité. D'accord. Il faut se le rappeler. Hein. Exactement. C'est même une bénédiction. Tout à fait. Parce que ça prouve que l'espérance de vie est plus importante. D'accord. Si on arrive à l'âge de la ménopause. Exactement. Les femmes ménopausées sont considérées comme ayant achevé leur temps, qu'elles n'ont plus leur statut de génitrice, même si ce n'est pas vraiment ce qui les définit. En général, on définit la femme par ce statut-là. Et on a l'impression que cette femme ne sert plus à rien arrivée à l'âge de la ménopause. Oui, c'est une ancienne conception, vision de la femme comme génitrice. Là, je pense, Céline, que tu seras d'accord avec moi, c'est en train de changer. C'est en train de changer parce que les gens ont accès à l'information, mais c'est en train de changer aussi parce que ça change chez la femme elle-même. C'est la femme qui doit changer un petit peu sa perception d'elle-même et sortir de ce statut de génitrice ou de
d'objets ou de physique ou de vieillir ou pas vieillir. Donc les femmes sont en train de prendre conscience de cela, de se renseigner et de s'émanciper par rapport à cet aspect qui est enfanté. Il faudrait peut-être qu'elles arrêtent de se définir par rapport à la maternité. Une femme n'est pas que maman. Tout à fait. Une femme, c'est un tout. Et donc la ménopause ne fait pas d'elle une femme de seconde zone, absolument pas. C'est une autre étape de la vie, c'est une ouverture vers autre chose. Plus de temps pour soi, pour faire du sport, pour prendre un peu plus soin d'elle et se débarrasser, entre guillemets, de certaines contraintes. Voilà. D'ailleurs, pour rebondir, pour vous raconter une anecdote, hier, justement, j'étais dans un milieu féminin, j'entendais une femme parler de l'enfantement. Et elle disait, les filles sont difficiles à mettre au monde. Bon, j'écoutais, je me disais, mais bon, c'est quoi la référence, c'est quoi la référence? Et c'était là que je me suis dit, bon, c'est la femme qui doit changer, elle, sa conception des choses, la conception de la femme, du statut de la femme, de la féminité, etc. Donc, quand ça change au niveau de la femme, ça changera forcément au niveau d'une société. D'accord. Est-ce que c'est un sujet qui reste quand même tabou? Est-ce que, par exemple, pendant les consultations, est-ce qu'on a honte ou on en parle avec timidité? Pas du tout. Il y a cette petite blessure narcissique chez les femmes qui se sentent encore une fois diminuées lorsqu'elles arrivent à l'âge de la ménopause. Il y a un regain d'intérêt pour la conception, pour la maternité, comme si qu'elles avaient besoin de se prouver qu'elles étaient encore capables. On a ça chez des femmes aux alentours de 42-43 ans, pas toutes. Il y a certaines qui ont une réelle envie de maternité, mais d'autres qui ont pourtant des enfants déjà bien grands et tout, qui ont encore besoin de se prouver qu'elles sont capables de donner naissance, même bien plus tard, vers 45 ou 46 ans. À ce moment-là, on se dit, c'est ma dernière chance d'avoir encore un enfant. Exactement. Or que je pense que lorsqu'on essaye de regarder un peu un autre aspect de la chose, on passe vite le cap, à mon avis. Mais c'est là, en consultation, elles sont surtout là pour est-ce que je ne pourrais pas, encore une fois, porter un enfant le souci majeur tourne toujours autour de l'enfantement. D'accord. C'est surtout ça. C'est ça qui embête en général les femmes. Mais tabou, non, elles en parlent. Par contre, on n'en voit pas beaucoup en consultation et ça me peine beaucoup. Parce qu'à partir de cet âge-là, il y a quelques soucis de santé, il y a beaucoup d'examens à faire, il y a les risques cardiovasculaires qui s'installent, les cancers qui sont plus importants, c'est normal, les cancers sont toujours plus importants à partir d'un certain âge de la vie. Donc c'est des femmes qui devraient être surveillées de plus près. Et en général, dès qu'elles arrêtent leur phase maman, elles viennent de moins en moins voir le gynécologue. Est-ce qu'il y a justement, doit-on avoir des examens médicaux bien précis pendant cette période? Évidemment, on commence avant. À partir de 40 ans déjà, quand on n'a pas d'antécédents, je parle, il faut s'assurer qu'au niveau des seins tout va bien, c'est-à-dire faire ses mammographies régulièrement, faire ses frottis régulièrement. Justement, la mammographie, on commence à quel âge? 40 ans, quand il n'y a pas d'antécédents familiaux. S'il y a des antécédents, on commence assez tôt les échographies mammaires, très régulièrement. Quand il y a possibilité de vérifier certains gènes comme le BACR2 et tout, c'est un luxe, mais c'est quelque chose de formidable qui peut détecter des familles à risque. Régulièrement, désolé de préciser, c'est pour justement qu'on soit encore plus... Les mammographies, c'est un intervalle de 2 ans. 2 ans quand tout va bien. 2 ans. Une échographie au même moment. Quand il y a un souci, quand c'est des seins qui sont un petit peu denses, on a tendance à demander des échos un peu plus rapprochés pour s'assurer qu'il n'y a pas anguille sous roche, qu'il n'y a pas quelque chose derrière. Donc il faut rester très très alerte. D'accord. Le frottis, le cancer du sein se dépiste très bien et se traite très bien à un stade précoce. J'aimerais juste en parler brièvement et dire, mesdames, arrêtez d'avoir peur de vous faire dépister. Le dépistage sauve des vies tous les ans. Il vaut mieux se faire dépister, se faire traiter très tôt et le chemin est très court, c'est-à-dire que c'est très rapide, c'est pris en charge très rapidement, que d'arriver à un stade plus avancé où c'est un peu plus compliqué. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de guérison, mais quand même le chemin est plus long et plus laborieux. D'accord. Le frottis du col, celui-ci doit commencer à partir de 25 ans chez une femme qui a déjà des rapports, qui est mariée, mais de façon régulière. Donc un frottis par an? Tous les 3 ans, le frottis, quand les 2 premiers ont été normaux. Donc on a les frottis, c'est
un frottis la première fois, c'est-à-dire vers 25 ans ou à l'âge du mariage, une année après, et un deuxième frottis, si le premier est normal, une année après, ensuite c'est tous les 3 ans. D'accord. Le bilan métabolique, Oui. pour voir s'il n'y a pas de diabète, s'il n'y a pas un problème de dyslipidémie, c'est-à-dire un cholestérol un petit peu élevé ou des triglycérides au-dessus de la normale. Donc tout ça, il faut faire très très attention et surveiller. Le bilan hormonal, je pense que c'est... Le bilan hormonal, non. Le bilan hormonal ne fait pas partie du diagnostic de la ménopause. À partir de 45 ans, on s'y attend. C'est pour ça qu'au début, je vous avais bien précisé que le diagnostic était clinique. Ceci se fait dans certaines circonstances quand la femme, par exemple, est hystérectomisée, c'est-à-dire qu'elle n'a pas ses règles. À ce moment-là, on le fait, ou dans le cadre des insuffisances ovariennes précoces, ce qu'on appelle vulgairement ménopause précoce. On n'aime pas trop ce terme-là, parce qu'il est assez réducteur. En parlant de ça, je ne sais pas si tu peux rebondir, le fameux signe liesse. Tu disais dans mes pensées. Voilà. Déjà, liesse, c'est des désespoirs. Oui, on lit aussi ça avec le mot vieillesse. Ménopause, on dit souvent que ménopause rime avec vieillesse. C'est pas au-delà, forcément... liesse, c'est le désespoir. Le désespoir, C'est-à-dire oui. qu'il n'y a plus Désespoir, rien, c'est oui. fini, la vie est finie, tout est fini. Oui, on lit ménopause à vieillesse parce désespoir, qu'on lit jeunesse à enfantement. Chez la femme, hein, bien sûr, pas chez l'homme. Mais cela n'a rien à voir. Cela n'a rien à voir. La vieillesse, je sais pas. C'est-à-dire qu'on on se prépare jamais à vivre à toutes ces étapes de la vie. On se prépare pas à prendre de l'âge qui est quelque chose de bien. C'est un cadeau, hein, c'est une chance de rester en vie aussi longtemps que possible. On se prépare pas à la mort, on se prépare pas aux étapes. Donc ça ne rime pas forcément avec vieillesse, mais ça rime, pour moi Encore en tout cas, moins, oui. Céline, peut-être tu confirmeras, avec maturité, sérénité. Sagesse. Comment ? Sagesse. Sagesse, tout à fait. Sagesse, calme, expérience. Voilà, ça rime avec des choses beaucoup plus importantes que l'iesse et que la vieillesse. D'accord. Et justement, par rapport à l'âge de la ménopause et tout ça, donc il y a des maladies qu'on peut avoir, on risque d'avoir certaines maladies une fois en période de préménopause ou en ménopause. On est plus fragile, on a plus de chances d'avoir par exemple des maladies cardiovasculaires, l'ostéoporose. La maladie cardiovasculaire, parce que l'œstrogène est un protecteur contre les maladies cardiovasculaires. À l'âge de 50 ans, le risque chez la femme et l'homme sont égaux. À partir du moment où le taux d'œstrogène baisse chez la femme ménopausée. D'ailleurs, c'est là le chamboulement. En fait, les ovaires ne produisent plus d'œstrogène. Il reste une sécrétion infime au niveau, ça s'appelle les œstrones, c'est fabriqué au niveau du tissu adipeux. La testostérone, par contre, continue à être fabriquée. C'est pour ça que la femme ménopausée a tendance à avoir une rarification des cheveux, de la pilosité, une prise de poids qui est androgyne. Justement, la prise de poids. On dit souvent que ménopause rime aussi avec prise de poids. On se dit, j'arrive en ménopause, je vais prendre forcément du poids, il faut que je fasse attention. Est-ce que réellement la ménopause fait prendre du poids ? Absolument. Prise de poids, la peau est plus fragile, il y a des problèmes urogénitaux, baisse de la libido, anxiété, troubles du sommeil. Les problèmes vasomoteurs, c'est ce qu'on appelle les bouffées de chaleur, qui pourrissent la vie des femmes. Oui, justement, comment expliquer ces bouffées de chaleur ? Il se passe quoi au juste ? C'est un problème strictement hormonal. Il y a la chute normale de l'œstrogène liée à cette fameuse vieillesse des ovaires qui est responsable de ces bouffées de chaleur. Et vraiment, ça pourrit la vie de 70% des femmes. J'allais vous poser la question, vous avez donné les chiffres, est-ce que toutes les femmes sont concernées ? Non. 70% des femmes. C'est quand même beaucoup. C'est beaucoup. Et ça peut peut durer. De les gérer ? Est-ce qu'il y a des traitements pour gérer les bouffées de chaleur ? Alors, il y a des traitements. En première ligne, c'est le traitement hormonal qui a été diabolisé dans les années 2000. Oui. Il a été diabolisé par une étude américaine. On revient un peu dessus, peut-être parce qu'au départ, on prescrivait allègrement, on y allait. Après, cette étude a freiné la prescription. Et maintenant, on est un peu plus serein. Le traitement hormonal substitutif est justement là pour, en première ligne, pallier à ce genre de problème. Il faut le commencer le plus tôt possible ? Non.
Pour commencer un traitement hormonal substitutif, il faut s'assurer que la femme est bel et bien ménopausée. Une fois que la ménopause s'est installée. Exactement. Parce que tant qu'elle n'est pas ménopausée, il y a encore une sécrétion résiduelle, il y a encore quelques échappées ovulatoires avec risque de grossesse. Donc, tant qu'il n'y a pas une ménopause avérée, continuez à opter pour une contraception efficace. D'accord. Donc, voilà, vous me devancez par rapport à est-ce qu'on continue justement à avoir un contraceptif quand on est en préménopause, quand on ne sait pas réellement si... Le risque est moindre parce que les cycles sont souvent anovulatoires ou disovulatoires. Mais on peut avoir une petite échappée comme ça, avec un bébé au bout. Donc, après, il ne faut pas se plaindre. Une bonne contraception, quand même. Il faut quand même faire attention. Oui, idéalement stérilet. Idéalement. Voilà. C'est ce que je préconise. Très bien. Les stérilés, plutôt, il y a plusieurs sortes de stérilés. À ce moment-là, on conseille lequel, justement? Alors, justement, il y a certaines femmes qui ont des soucis de saignement, de règles abondantes en période de préménopause. Souvent, c'est lié à l'hyperoestrogénie. Donc, on a tendance à mettre des stérilés à base de progestatifs. Ceux-là, ils calment les saignements et tout. J'insiste sur un détail. Il faut s'assurer qu'il n'y a rien d'organique derrière. Donc, consulter, s'assurer que tout va bien, qu'il n'y a pas un problème au niveau de l'endomètre qui pourrait par la suite cacher un cancer de l'endomètre. Donc, oui, il faut vraiment faire très attention avec les femmes en préménopause. Les métrorragies doivent être quand même bien cadrées, qu'il y ait une consultation dans les normes, arriver même si nécessaire jusqu'à l'hystéroscopie, qu'il y ait un examen de l'endomètre à l'hystéroscope. C'est une petite caméra qu'on introduit par le col et qui nous permet de voir cet endomètre, de le biopsier si c'est nécessaire. Et si tout va bien, si c'est lié uniquement à l'hyperoestrogénie relative pourquoi? Parce qu'en fait, c'est la progestérone qui baisse. Si c'est le cas, à ce moment-là, on mettra juste un stérilet, ça va lui permettre d'avoir et le luxe de la contraception et la tranquillité par rapport à ces saignements qui peuvent gâcher aussi la vie. Très bien. Et les conséquences ne sont pas uniquement physiologiques ou hormonales. Le caractère peut changer aussi. Les habitudes peuvent changer. C'est tout un chamboulement. On stresse aussi beaucoup à cette période-là, n'est-ce pas, Dr. Hash? Oui, il y a une perturbation un petit peu de l'humeur. Du stress probablement parce que c'est nouveau, ça s'installe, on ne sait pas. Et puis on a entendu tellement d'histoires par rapport à cela, par rapport surtout ces histoires, le transmis qui dit que la ménopause c'est une période toute particulière, il va y avoir tel et tel symptôme, tu vas souffrir, tu ne vas pas dormir. Bon, il y a aussi beaucoup de femmes qui rentrent dans cette phase, mais déjà avec les sacs pleins concernant les symptômes. Hein. C'est-à-dire, à la limite, moi, de mon point de vue, il y a aussi beaucoup de choses qui sont de l'ordre des croyances, de l'exagération par rapport à certaines choses. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'il y a des approches qui inversent les choses. Hein. Par exemple, l'hypnothérapie diminue à 50% les symptômes. Hein. Lorsque la femme voit un thérapeute ou qu'elle fasse de l'auto-hypnose elle-même, ça diminue, voire ça disparaît. Hein. On peut améliorer le poids, on peut améliorer l'aspect de la peau. Et quand on se pose la question, on se dit qu'est-ce qui fait ça? C'est le mental. C'est l'inconscient. C'est comme si on demandait juste à son mental d'inverser toutes ses croyances, d'inverser aussi le processus. C'est un peu comme le placebo moulien. Oui. Si je vous pose la question comment le placebo marche, eh ben, il marche. Quand la personne croit à quelque chose, ça marche. Donc il y a aussi un petit peu à mettre l'équilibre dans ces croyances concernant la ménopause, informer, que les gynécologues soient consultés parce qu'on ne va pas voir. Cyrine dit que les femmes ne viennent pas voir de gynécologues une fois qu'elles n'ont plus leurs règles, qu'elles ne veulent plus d'enfants. Et c'est dommage, parce qu'un gynécologue peut orienter, il peut conseiller, il peut prescrire si nécessaire. Et le yoga, ça marche pour se relaxer, pour passer cette période Je vous laisse réfléchir et je vais vous proposer un reportage pour en parler justement, un reportage sur le yoga. Notre journaliste Falid Abou Muslim, et on en reparlera tout de suite après. Un art de vivre, voici comment est expliquée la discipline du yoga. Un ensemble de postures physiques et d'exercices respiratoires qui vise à apporter un bien-être. L'idée est de relier le corps à l'esprit. Quand on prononce le mot yoga ça veut dire union de l'esprit et du corps. Cela entend et explique bien que l'exercice, la posture du yoga doit être connecté avec le cerveau, avec l'esprit, que ceci va automatiquement
développer la concentration. Quant à la posture, elle développe en elle-même, elle développe la maîtrise de soi, la confiance en soi, et surtout, pour le dire, l'amour dans l'intérieur de soi. 1 et 0 et relâche. Une activité alliée de santé qui a pour but d'initier la discipline physique, fondée sur une philosophie de comportement et mettre l'accent sur un aspect spécifique. Et je relâche les bras. Ainsi, c'est un acte rétabli, je dirais, revitalisé par le pranayama. Les articulations, le muscle, le corps, le cœur, les poumons, l'esprit. Le yoga dynamique cherche à améliorer le système cardiovasculaire. Le hatha yoga pratiqué par les personnes âgées. C'est pour ainsi dire qu'il y a plusieurs types de yoga et qu'il est important de trouver son style de yoga adapté à son potentiel physique. Le yoga, d'abord, on parle de thérapie. On parle de thérapie, cette thérapie qui va nous aider à ramasser davantage d'énergie vitale, qu'on appelle en termes indiens le pranayama. C'est cette énergie vitale qu'on respire par le nez. Donc, quand l'air passe par les narines, il se subdivise en deux parties. L'énergie, le pranayama, va stimuler le cerveau, les cellules intellectuelles ou les neurones sont alimentés, et l'oxygène purifié va alimenter l'appareil respiratoire. Il y a de plus en plus de personnes qui sont à la recherche de professeurs de yoga. De plus en plus de médecins aujourd'hui orientent leurs malades vers la pratique du yoga. Nombreuses sont les structures sportives à l'avoir intégrées dans leur programme. Avec le temps, forcément, on développe une partie spirituelle et une certaine spiritualité qui s'élève forcément avec la pratique du yoga. À un moment, je me suis dit qu'il était temps que moi aussi je puisse partager mon expérience et les bienfaits que le yoga m'a apporté. Et Maître Haussmann a bien voulu et a accepté d'être mon professeur. Et effectivement, il m'a formé et maintenant je pratique en tant que prof de yoga. C'est une discipline en vogue et ses nombreux bienfaits sur le corps et l'esprit, sur le stress et l'anxiété et même sur certaines maladies ont fait leurs preuves. C'était une thérapie qui m'a été conseillée pour régler un problème de santé. Soulagement de tous les symptômes de ma maladie, qui était une maladie orpheline. Et donc des symptômes physiques que cognitifs. Troubles du sommeil, troubles du comportement, troubles de la mémoire, troubles de la concentration, ainsi que des douleurs articulaires et musculaires. Et le yoga a soulagé tous ces symptômes d'une maladie orpheline pour laquelle il n'y a pas de traitement. On dit dans le yoga, en termes indiens bien sûr, alors on dit que celui qui respire bien vit bien et vivra plus longtemps parce que c'est la longévité. Dans notre société d'aujourd'hui, où règne une dynamique de vie mouvementée, le yoga est devenu un palliatif dans notre mode de vie. Il accorde détente, relaxation et harmonie. Bref, des moments de bien-être à ceux qui le pratiquent. Des moments de bien-être. Alors celui qui respire bien vit bien et vit plus longtemps, n'est-ce pas, Docteur Lahaj? La respiration est importante quand on veut se relaxer, se détendre. On n'arrête pas de le dire. Respirer, en plus, c'est à la portée de tout le monde, respirer. Savoir respirer. Oui, savoir respirer. Il y a une respiration qui consiste à le faire profondément, consciemment, selon un certain cycle. Oui, qui n'a que des bienfaits. D'accord. Alors, avec la ménopause, il y a aussi les sautes d'humeur, la morosité, l'irritabilité, la tendance à la susceptibilité. Alors, comment expliquer tout cela? Oui, je vous l'avais dit peut-être un peu plus tôt, je vous avais dit que le problème était lié à un chamboulement hormonal. Et la femme, comme j'ai toujours eu l'habitude de le dire, Zawaq, elle a tendance à être très sensible aux changements hormonaux. Donc l'humeur y est liée, le sommeil, et il y a même, comme on en avait parlé tout à l'heure, il y a beaucoup de cas de dépression liés à ça. Quand sur le plan hormonal, les choses ne vont pas, tout se perturbe. Il n'y a pas que le corps, il y a aussi l'aspect psychique de la personne,
son état mental, et puis l'envie, l'obligation de s'adapter à un élément nouveau qu'on ne contrôle pas forcément. Toutes les difficultés sont là, et ça se prépare. Tout cela se prépare, il y a des gens pour cela. Certains le vivent plus facilement parce qu'ils sont en paix avec eux-mêmes, parce que ils ont lu, ils ont vu des femmes dans leur famille le vivre avant elles. Et justement, on se prépare à ces événements de la vie. Par exemple, quand on a des filles, on les prépare à avoir leurs règles, à être menstruées. Donc on leur explique ce que c'est pour que ça ne soit pas une surprise pour elles. Quand on veut avoir un enfant et qu'on décide de faire ce projet à deux, donc c'est un projet qu'on établit, et on se prépare aussi à faire, j'aime pas trop le mot faire, mais bon, à avoir un enfant. Mais est-ce qu'on se prépare? Est-ce que la femme se prépare aussi à cette période? Est-ce qu'elle se dit oui, à partir de cet âge-là, je vais peut-être commencer ma préménopause, ma ménopause, il faut que je sois prête psychologiquement, physiquement, du côté de la santé. Est-ce qu'on fait ce genre de projet? On ne regarde pas ce qui nous fait mal. Oui. Ça fait mal la ménopause? Dans la tête de beaucoup de femmes, oui. Je vous ai dit, c'est une liesse. C'est ce qu'on leur a inculqué. Ce qu'on nous inculque, les croyances, comme les appelle ML, c'est quelque chose qui est ancré en soi. Et donc, c'est profond, c'est en nous. Et oui, tout ce qui nous fait mal, on n'a pas très envie de le voir. D'ailleurs, je disais, quand on va chez le médecin, on a juste envie d'entendre « tout va bien ». Si le médecin dit « ah, peut-être faudrait-il faire telle exploration », on pense au pire. Tout de suite, on pose... Et la phrase que j'entends souvent, « khlatini ». J'ai beau essayer de cadrer et dire, nous ne sommes pas là pour faire peur, nous sommes là pour guider, pour montrer le chemin de la guérison. Et puis c'est très important de savoir, vous savez, quand on a des symptômes ou des problèmes, quand on ne sait pas exactement ce que c'est, on n'a pas mis le doigt dessus, on angoisse terriblement. Quand on sait ce que c'est, quel que soit ce que c'est, on gère mieux. On est soulagé de savoir que c'est ça et que c'est pas autre chose. Que c'est ça et que ce n'est pas autre chose, et que ça, voilà, à partir de là, on pourra savoir quel est le chemin à prendre, qu'est-ce qu'il faut faire. Et c'est exactement ce que je disais. Les gens refusent de se faire dépister parce que ça leur fait peur. La ménopause, c'est pareil. Ça fait peur parce que dans l'esprit de tout le monde, c'est une phase où la femme n'est plus une femme. Voilà. C'est une vieille dame qui va être reléguée au rang de petite mamie qui est là pour préparer les gâteaux, tout juste. Et encore, certaines mamies le vivent très bien, mais peut-être qu'à 45 ou 46 ans, on ne voit pas encore les choses comme ça. Mais vraiment, il faut dissocier l'aspect physique de l'aspect psychologique. On peut rester très jeune, très longtemps, et comme on a toujours eu l'habitude de dire, l'âme ne vieillit jamais. Oui. L'âme a toujours 20 ans. Même si on a 90 ans, dans notre esprit, on a toujours 20 ans. Est-ce qu'on peut retarder l'arrivée de la ménopause? Par exemple, si une femme vous dit oui, d'accord, je suis en préménopause, en périménopause, mais je veux encore continuer, je ne veux pas que ça s'arrête, je veux peut-être avoir un enfant, j'ai des projets. Est-ce qu'on peut retarder la ménopause, l'arrivée de la ménopause? C'est une excellente question. Non. On ne peut malheureusement pas. Quand le processus est lancé? Le processus est lancé, c'est un processus naturel. Ce n'est pas une fin en soi. Ce qu'on peut faire, c'est chez les femmes désireuses de continuer à avoir des hémorragies de privation, entre guillemets des règles, on peut proposer un traitement hormonal séquentiel. Mais là encore, le traitement hormonal a ses indications. Il faut vraiment faire des explorations pour savoir qu'il n'y a pas un risque concernant cette dame, des antécédents chez elle de cancer du sein ou autre, de problèmes cardiovasculaires ou autre. Il faut vraiment peser le pour et le contre pour le bénéfice, et même une fois instauré, revoir tous les 6 mois, tous les ans la dame pour savoir est-ce qu'il y a un bénéfice à garder ce traitement hormonal. D'accord. Et justement, je vais rappeler le numéro de téléphone. On n'a pas annoncé le numéro de téléphone aujourd'hui, alors c'est le 021. Si vous voulez nous appeler, si vous voulez témoigner, si vous voulez nous poser des questions, alors composez le 021 23 98 91, le 021 23 98 91. Nous parlons aujourd'hui de ménopause. Alors quand le processus est lancé, puis on ne peut pas l'arrêter et on ne peut pas le retarder, ça dure combien de temps pour que tous ces symptômes, que tous ces désagréments prennent fin?
Une fois que la ménopause est installée, normalement les signes climatériques commencent un petit peu. Les signes climatériques, c'est les bouffées de chaleur. Oui. Commencent un petit peu à s'estomper, à être moins fréquents. L'un dans l'autre. Ça dépend des femmes. Hein. Les désagréments peuvent durer quelques mois à quelques années quand même. Et il y a 3 aussi ans. des femmes qui n'ont aucun symptôme. Ça arrive? J'en connais pas. On va essayer de L'arrêt rassurer. du cycle, au moins ça. Ouais, à part l'arrêt du aucun. cycle, voilà, à part l'arrêt du cycle. Celles-ci sont vraiment chanceuses, je dirais. J'en ai pas croisé dans mon cabinet, mais celles-ci sont très chanceuses. En général, il y a toujours des petits désagréments, ne serait-ce que des problèmes de sommeil ou alors des problèmes urinaires, des problèmes de baisse de la libido. Il y a toujours un petit truc, mais la qualité de la vie joue aussi beaucoup, vraiment beaucoup. C'est-à-dire qu'on peut travailler sur soi et changer notre comportement alimentaire, notre façon de bouger. Tout ça, ça peut améliorer les choses. D'accord. Tout ça, on peut apporter notre grain de sel et ne pas se laisser emporter par le torrent. D'accord. Ça, c'est la chose à faire, à mon Il avis. faut se prendre en charge. Exactement. Il faut Comme justement tout dans la vie. Consulter en priorité. Parce que beaucoup de femmes se disent, bon, c'est la ménopause, je sais que c'est ça s'installe, je vais suivre le cours des choses, mais qui ne pensent pas à consulter, qui ne pensent pas aux examens que vous avez énumérés tout à l'heure, en se disant que c'est bon, maintenant que c'est fini, je ne risque plus rien, mais il faut dire que la santé à côté, il faut la préserver, et c'est à ce moment-là où on devient le plus fragile. Toutes les occasions sont bonnes, toutes les petites tournures, les petits virages sont bons pour faire des check-up. D'accord. C'est au contraire, c'est là pour dire, ah, ça commence à se perturber, tiens, je devrais aller voir mon médecin. Et c'est là où le médecin se dit, ah, je l'ai attrapé, on va quand même faire ceci et cela. C'est des occasions pour nous de dépister, parce que c'est là où on les voit. Sinon, elles sont prises par, ah, les enfants, ah, j'ai pas encore eu le temps, les enfants passent avant tout. Et cette phrase me fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de peine. Parce que chez nous, la santé passe souvent en dernier. Oui. Après, la femme, particulièrement la femme, passe après tout le monde. Elle se laisse aller pour le bien, alors que normalement Après ça devrait tout le être monde. le contraire. Que ce soit par rapport au temps ou que ce soit par rapport aux finances. Oui. Il faut se dire qu'il y a des structures hospitalières, il y a des polycliniques qui prennent en charge, notamment pour la mammographie et tout. Même si on ne peut pas le faire dans le cadre du privé, on peut le faire à l'hôpital. Il faut y penser. D'accord. J'insiste pour cela. Alors nous avons un appel, nous avons Souhila qui est avec nous, Souhila d'Alger. Souhila, bonjour. Allô, oui, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Très bien, merci. Et vous? Ça va, ça va. Alors Alhamdoulilah. aujourd'hui, j'appelle en fait juste pour témoigner, pour tirer la sonnette d'alarme pour ma mère qui vous regarde. À chaque fois qu'il y a votre émission, elle vous regarde, elle adore votre émission. Et donc, je peux commencer? Oui, bien sûr, allez-y, on vous écoute. D'accord, donc coucou maman au passage. Depuis que ma mère est ménopausée depuis peu, donc c'est Souhila d'abord, Souhila d'Alger. Donc depuis que ma mère est ménopausée, à la maison, elle ne sait plus parler, ce n'est que des cris, elle ne fait que crier, elle a des sautes d'humeur, mais elle passe d'un rire, d'un fou rire à un énervement de malade. Oui. Et alors sans parler par exemple hier soir, ah maman, tu vas tout de suite te reconnaître là. Hier soir il faisait 2 degrés et alors à la maison je vous dis pas, on était tous en bonnet et elle en t-shirt. Oui, oui. C'était les bouffées de chaleur sûrement, elle a dû avoir des bouffées de chaleur. Donc voilà, c'est pour témoigner un petit peu ce qu'on vit, nous ces enfants au quotidien. Depuis depuis sa préménopause, en fait ça a duré maintenant, ça fait 2 ans à peu près. D'accord. Et là elle est ménopausée depuis peu, donc voilà. Ah bah, très bien. Alors les spécialistes, dites-nous quand est-ce que ça va passer tout ça. D'accord, ça marche. Merci Souhila, merci pour votre témoignage. Alors, merci à vous. Au revoir, bonne journée. Quand est-ce que ça va s'apaiser à la maison pour eux? Souhila décrit le tableau classique, tel qu'on nous le raconte, tel qu'on le décrit, tout à fait, oui. Quand est-ce que ça va s'arrêter? Bon, je vais laisser d'abord Céline, parce que bon... après on dira comment il faudrait gérer côté ça, psychologique, comment se comporter avec une personne. Céline, voilà, c'est des susceptibilités personnelles, en fait. Oui. Je vous l'avais dit, ça dépend, ça peut prendre quelques mois, comme ça peut prendre quelques années quand même à disparaître. Bon, plus la ménopause
est loin derrière, moins elle aura de signes climatériques et plus elle va s'apaiser et puis là, elle pensera à autre chose et mieux ça ira. Plus elle va accepter les choses aussi. Le temps juste que j'ai l'habitude de dire aux femmes, les règles chez la femme, c'est exactement ça. L'installation est bruyante et le départ aussi. C'est ainsi. Il faut faire avec. Il faut faire avec. Non, il y a des traitements pour cela, dans la mesure du possible, toujours peser le pour et le contre. Il n'y a pas que des traitements hormonaux, mais c'est des traitements oraux même. Il y a quand même quelques médicaments qu'on peut utiliser qui ont une action centrale et qui peuvent réduire les bouffées de chaleur, mais ça c'est oral même, c'est-à-dire que nous ne sommes pas habilités à les utiliser, sauf exception. D'accord, très bien. Et comment se comporter avec une personne qui est en train de vivre ce chamboulement? Déjà, l'encourager à consulter, l'encourager à aller voir un médecin gynécologue, l'encourager à aller faire autre chose, consulter peut-être un psychologue, un psychiatre, et un petit peu faire tout l'accompagnement parallèle, parce qu'il y a l'accompagnement médical, mais il y a aussi la prise en charge des symptômes qui est possible, la prise en charge du suivi du poids et la prise en charge psychologique. C'est important de partager, c'est important d'en parler. Pas forcément avec la famille, peut-être que la famille ne va pas comprendre, c'est un peu comme le cas de Souhila. Ils vont lui dire, écoute, tu es en train de crier, elle ne se rend peut-être pas compte ou elle se rend compte, mais un peu voir qu'est-ce qui fait que les réactions sont excessives ou pas. Bon, il y a le côté hormonal, c'est vrai, mais il y a aussi le côté psychologique qui est très important. L'acceptation de cette étape, l'acceptation des symptômes, la compréhension de ce qui se passe, et puis l'acceptation de ce qu'est une femme. Parce qu'une femme, on revient toujours à cette histoire, une femme n'est pas qu'une maman. N'est pas qu'une épouse, une femme c'est quelque chose, on parle de l'origine du monde, hein. La femme c'est l'origine du monde, et après tout une femme c'est une âme, comme l'âme d'un homme, hein, c'est la même chose, c'est une âme qui est dans un corps féminin, et l'homme c'est pareil, c'est une âme qui est dans un corps masculin. Donc l'acceptation de qu'est-ce que c'est qu'un être humain, au-delà d'une ménopause, au-delà d'enfants, au-delà d'un foyer, au-delà, etc. etc. D'accord, très bien. Amel, oui, je peux rebondir? Bien sûr. J'aimerais aussi, parce que quand j'ai entendu le témoignage de mademoiselle Souhila, j'aimerais aussi que la famille comprenne que maman est parfois fatiguée, que c'est une période délicate. Il y a aussi un gros fond de fatigue derrière. Quand les hormones vous lâchent, vous vous sentez vidé. Et maman, parfois, entre guillemets, je m'excuse du terme, est cassée. Quand maman est cassée, ça ne va pas à la maison. Donc peut-être qu'il faudrait essayer d'aider, d'être un peu moins dépendant de maman. Parce que maman est fatiguée, elle ne va pas bien, et ça lui permet peut-être de passer la phase de façon un peu moins stressée, plus sereine. La famille doit aussi comprendre que c'est une phase difficile pour les femmes. C'est très important de se sentir entourée et comprise. Sinon, rattacher tout à la personne et dire que c'est elle-même qui doit faire le travail sur elle-même, non, je pense que c'est un tout. Il y a la famille et il y a la société. Mais après, l'essentiel, c'est la personne aussi. Quand elle commence à se sentir bien, ça commence à aller mieux. C'est clair que l'environnement est très important, mais après, tu ne peux pas demander à des personnes qui ne savent pas ce que c'est, sauf à sensibiliser. Voilà. Sensibiliser, mais alors là, vraiment sensibiliser les familles et faire des émissions comme tu le fais régulièrement. C'est ça, exactement. Sensibiliser. On est là pour ça. Parce que dans ce cas aussi, il y a aussi le partenaire. Hein, et c'est important que le partenaire comprenne, parce que on en a parlé sur les réseaux, des femmes qui parlent du côté un peu intime, où elles sont obligées d'expliquer les choses ou de justifier les choses, alors que le partenaire peut aussi être sensibilisé à cet aspect, à comprendre ce qui se passe. Parce qu'un couple, c'est... J'aime bien L'un des symptômes d'ailleurs, c'est c'est la baisse de la libido et la sécheresse vaginale qui rend la vie intime assez difficile, voire douloureuse pour les femmes. Il y a heureusement des choses pour pallier, il y a des traitements pour aider, mais c'est vrai que le partenaire doit être impliqué, qu'il comprenne. C'est très important d'impliquer le partenaire. Je vous ai dit, en consultation, on voit beaucoup de choses. On voit des femmes qui viennent me dire « Oui, mais là, si je ne fais pas un autre enfant, il va se remarier, ou là, parce que je ne suis plus autant disponible, ou autant ouverte, ou autant... Il va se marier, il me l'a dit. » Donc, il est important d'aider les femmes à passer ce cap.
La femme est là, elle est belle, elle est forte, elle élève les enfants et tout, mais arrive un moment où elle a aussi besoin qu'on lui tende la main. Juste le temps de passer le cap. Ensuite, dès qu'elle a les outils en main, les femmes, elles ont cette intelligence émotionnelle. Dès qu'elles ont les petites astuces et tout, elles remontent rapidement à cheval. Tout de suite, elles reprennent leur vie en main. Mais il faut juste leur donner le temps de remettre les choses en place. Et ça repart. C'est tout. Repart. Très bien. Et tout de suite, ce que je vous propose, c'est la rubrique de Wahida Salem Chérif qui va nous donner quelques solutions justement au naturel pour tous ces symptômes qui sont désagréables, on va dire. Oui. Tout de suite après ceci. Oui. Alors, la ménopause est une étape de transition dans la vie de chacune d'entre nous. Donc, la médecine douce peut offrir plusieurs avantages pour aider à soulager certains symptômes chez les femmes ménopausées. Donc, aujourd'hui, je vous propose quelques exemples de médecine douce qu'on peut très bien essayer chez soi. Mais bien sûr, il faut toujours d'abord demander l'avis de son médecin avant de faire quoi que ce soit. Ça, je le répète tous les jours. Quand je viens, je propose des petites solutions. Il faut toujours aller voir avec son médecin avant de faire quoi que ce soit. Alors, on commence par la phytothérapie. Donc, se soulager avec des herbes telles que la sauge, les feuilles de cerisier. Donc, ils contiennent des composants naturels appelés les phytoestrogènes qui peuvent aider à réduire les symptômes de la ménopause. Je vous vois tiquer, docteur. Pas fan du tout. D'ailleurs, on a tendance à dire aux femmes, ne vous amusez pas avec cela. D'accord. La phytothérapie en particulier. Vous savez qu'il y a des dosages, c'est des œstrogènes-like. Oui. Donc, ça revient à dire mettre des hormones chez une femme, donc on ne connaît pas forcément le statut. Donc, je suis vraiment pas fan. On dit même qu'il faut les bannir, pour vous dire. Hein. Et c'est pour ça qu'elle a rappelé aussi qu'il fallait toujours Encore consulter le médecin. C'est vrai qu'on trouve pas mal de recettes. Toujours demander l'avis de son médecin. Voilà. Il ne faut jamais aller acheter par soi-même parce que souvent, de temps à autre, les médecins conseillent certaines tisanes ou certaines herbes pour aider par rapport aux bouffées de chaleur ou aux insomnies. Mais encore une fois, on revient toujours à l'avis du médecin. Donc, il y a l'acupuncture, qui est une technique très simple. Donc, il s'agit d'insertion de fines aiguilles sur certaines parties du corps humain. Donc, selon la théorie chinoise, l'acupuncture aide à rétablir l'équilibre de flux d'énergie dans le corps. N'est-ce pas, Amel? Donc, elle soulage les bouffées de chaleur, l'insomnie et les troubles liés à l'humeur. Voilà. Vous en pensez quoi de l'acupuncture? Je suis plus fan de l'hypnose. L'acupuncture a tendance à apporter certaines choses, mais en matière de ce que j'ai lu, en matière de signes climatériques, l'hypnose marcherait mieux, selon ce que j'ai lu. Après, il y a encore une fois des susceptibilité personnelles pour qui l'acupuncture peut très bien fonctionner. D'ailleurs, on l'utilise beaucoup en médecine. Justement, et vous parlez d'hypnose, justement, je vous propose aussi de faire l'hypnose. Donc, elle aide à changer les schémas de pensée et de comportement. Grâce à l'hypnose, on peut réduire les bouffées de chaleur, l'anxiété et les troubles de l'humeur. Oui, tout à fait. Donc, l'intérêt de l'hypnose est dans le symptôme, tout ce qui est symptôme, et aussi l'état psychologique, l'acceptation de la situation, l'acceptation de l'étape en fait chez la femme. Et d'ailleurs, je rejoins Céline. Des études ont été faites en comparatif par rapport à l'effet de l'accompagnement, de la prise en charge par l'information, la sensibilisation et l'hypnose. On constate que l'amélioration des signes sympathiques est de 50 voire plus. C'est-à-dire en faisant de l'hypnose ou de l'auto-hypnose, on réduit les signes de 50 voire 60%. C'est très bien. C'est énorme. Ce qui reste, sachant que ce n'est pas obligatoire de voir un hypnothérapeute. Les femmes peuvent apprendre l'auto-hypnose, qui est encore plus efficace parce qu'il y a de l'autonomie. C'est-à-dire il y a de l'autonomie et la femme peut adapter cela à son être, à ce qu'elle ressent, à ce qu'elle est. Très bien, parfait. Il y a aussi les massages qui aident à soulager les douleurs musculaires. On peut aussi, quand on a des problèmes d'articulation aussi, quand on fait certains massages, ça peut nous soulager. Et ça améliore la circulation sanguine. Et on peut même faire des massages lymphatiques. Ça soulage tout ce qui est rétention d'eau, toutes les crampes que la femme ménopausée pourrait avoir.
Mais donc, bien sûr, c'est chez un spécialiste, on ne s'amuse pas à faire des massages chez soi. Pardon. Exactement, parce qu'on trouve justement des gadgets en vente et parfois voilà. on se fait mal sans se rendre compte. On se dit, on peut se faire plus de mal que de bien. Voilà, j'ai eu mal, ça veut dire que ça a bien marché. Non, quand on a mal, ça ne veut pas dire que ça a bien marché. Il faut toujours revenir voir des spécialistes, c'est très important. Je n'arrêterai jamais de le répéter et on le dit souvent dans notre émission. Donc il y a la méditation. Donc, pratique qui implique à se concentrer sur l'instant présent et d'observer ses pensées sans les juger. Parce qu'une femme ménopausée, elle a tendance à dire « zman qui va compte », alors que non, il faudra penser à maintenant et positive. Et ça, c'est très important. Et on parle toujours de la nutrition, la thérapie nutritionnelle. Voilà, on a tendance à l'oublier, à bien manger, bien épicé chez nous, bien gras. Pour se remonter le moral, alors qu'il faut vraiment demander l'avis d'un nutritionniste parce que le rôle de la nutrition est très important dans notre phase de cette vie, enfin dans cette phase de notre vie. Et puis il y a certains aliments qu'on doit favoriser plus que d'autres aliments. Ça peut nous aider, nous faire du bien par rapport à notre santé et surtout une bonne alimentation équilibrée. Elle va nous garder en bonne santé. Ça, c'est très important. Il y a l'aromathérapie. Je ne sais pas si vous aimez l'aromathérapie ou pas. Moi, en fait, certaines choses qui ont fait leurs preuves. Parce que nous, on fonctionne comme ça. On a besoin de preuves scientifiques, d'études et tout. L'acupuncture a fait ses preuves. On l'utilise maintenant partout, même dans les hôpitaux. L'hypnothérapie est rentrée dans nos hôpitaux aussi. Pour le reste, je vous écoute avec plaisir. L'aromathérapie, il s'agit des huiles essentielles. Encore une fois, on ne peut pas utiliser toutes les huiles essentielles. Il faut toujours demander l'avis d'un spécialiste. Donc, elles vont accompagner et adoucir les troubles liés généralement à la ménopause et on peut retrouver notre équilibre. Donc, généralement, les huiles essentielles, c'est plus pour se relaxer, s'apaiser. Il ne faut pas les consommer. Il faut faire très attention parce que ça peut être toxique. C'est très toxique, effectivement. C'est néphrotoxique. Alors, la réflexologie, donc, c'est une approche très douce. Généralement, donc, il s'agit d'application d'une pression sur certaines zones du corps. Donc, ça peut être la paume des mains, les pieds et même les oreilles. Donc, c'est pour stimuler les organes et certains systèmes du corps. Donc, ça peut faire aussi du bien à la femme ménopausée. Ça peut l'aider à se relaxer. Il y a aussi tout à l'heure, lorsqu'on a vu le reportage, le monsieur parlait des techniques de respiration. Donc, c'est très important, la technique de respiration abdominale ou bien la respiration profonde lorsqu'on respire bien, on se débarrasse d'un stress, d'une anxiété qui est enfuie au fond de nous. Donc ça peut soulager et aider les femmes ménopausées à laisser leur anxiété et la faire sortir. Donc je répète encore une fois, la médecine douce peut être bénéfique pour les femmes ménopausées, mais il faut toujours revenir vers un spécialiste, vers son médecin traitant. Même si on n'a jamais été voir un médecin, comme vous l'avez dit tout à l'heure, il faut aller pour une fois ou pour sa première fois aller consulter un médecin. À partir de là, c'est lui qui va nous orienter, nous dire ce qui est mieux pour nous ou pas. Très bien. Merci Wahida. Alors on a parlé de problèmes cardiovasculaires, des examens qu'il faut faire, mais on n'a pas parlé d'ostéoporose. Parce qu'il y a beaucoup plus de risques à ce moment-là. Effectivement, à partir du moment où la femme entame sa ménopause, il y a une raréfaction de la trame osseuse. Et l'os ne fixe plus, il ne fixe plus le calcium. Là même, je vous écoutais par rapport à la nutrition. Il faut vraiment que la femme s'assure qu'elle consomme suffisamment de calcium dans son apport au quotidien, qu'elle vérifie son... C'est pour ça que je vous disais que c'est très important les bilans. Les bilans aussi permettent de savoir si elle ne fait pas une carence en vitamine D, ce qui peut aussi poser problème. L'ostéodensitométrie, qui permet de savoir à quel stade est la femme pendant sa ménopause, concernant l'ostéoporose, n'est pas systématiquement demandée chez nous, les gynécologues. Parce qu'elle n'est pas intéressante dans la mesure où on a une fracture sévère pour 750 ostéodensitométries. Donc vous vous rendez, dans les 10 premières années en fait, vous vous rendez compte que sur le plan... Nous, on réfléchit, santé publique aussi. Ça peut coûter très cher. Donc, il y a certains cas où elle est faite systématiquement chez des femmes qui ont un BMI faible, chez des femmes qui ont eu des traitements, par exemple la corticothérapie au long cours. Celles-ci auront tendance à bénéficier rapidement d'une ostéodensitométrie. Les premiers os à subir, c'est les os du poignet, les vertèbres, donc les tassements vertébraux, et par la suite, un peu plus tard, c'est le col du fémur. Donc,
il est clair que s'il y a des douleurs ou des soucis, le rhumatologue aura tendance à demander l'ostéodensitométrie. La trame osseuse se raréfie au fur et à mesure. Plus on avance dans l'âge, plus elle est fragile. Donc, ce qui permet quand l'ostéoporose est installée, le traitement hormonal substitutif peut être utilisé en deuxième intention. C'est la deuxième ligne de défense. On avait dit traitement hormonal substitutif en première ligne pour les bouffées de chaleur, en seconde ligne pour l'ostéoporose. D'accord. Reste aussi, dans le même état d'esprit, le régime. Donc éviter les grosses prises de poids, faire du sport. Oui, on peut faire du sport après 50 ans. Oui, c'est recommandé. Oui, ce n'est pas mal vu de mettre des baskets et d'aller courir. C'est génial, il faut le faire. Et justement, par rapport à pas mal de maladies, que ce soit l'hypertension, que ce soit le diabète, on préconise la marche en moins de 30 minutes par jour pour stabiliser tout ça. C'est 30 minutes 5 fois par semaine. D'accord. Pour celles qui peuvent, qui sont en bonne condition. Sinon, c'est 30 minutes 3 fois par semaine. D'accord. Voilà, pour vous dire. C'est fortement recommandé parce que ça ralentit l'ostéoporose, ça améliore l'état cardiovasculaire, ça ralentit le vieillissement. Tiens, c'est des gens qui vont être souples très longtemps, qui vont pouvoir être bien dans leur peau très longtemps. Les yoginis, par exemple, les gens qui pratiquent le yoga sont très souples, même vers 80-90 ans. Le sport est un allié. L'alimentation également. Il faut réapprendre, et là je le dis, les régimes ne sont pas une solution, c'est le rééquilibrage alimentaire. Faire attention à ce qu'on mange, réduire le sucre, quitte à le bannir. Mais ça, c'est toute une hygiène de vie qu'il faut avoir pendant toute sa vie. Si on veut avoir une bonne ménopause, on prépare ça toute sa vie ou pas. Il n'est jamais tard pour se faire du bien et de prendre... Est-ce que ça pourrait être, par exemple, le déclencheur? Parce que pendant toute la vie, on se dit, oui, je vais faire du sport, oui, je vais manger plus sainement, oui, je vais faire ci ou cela, ou je vais me prendre en charge, mais on va dire, dès qu'on voit les premiers signes de la préménopause, ménopause, est-ce que ce ne serait pas plutôt un déclencheur pour se dire, ah là maintenant, il faut que j'applique tout ce que j'ai dit avant, il faut que je prenne soin de moi pour ma santé? À n'importe quel âge, le déclencheur ou le tilt est le bienvenu. Même à 75 ans, même à 80 ans. Aller marcher, moi mon père, il est à un âge très avancé, mais il continue à marcher et beaucoup. C'est des kilomètres par jour. Et il le fait parce ça lui a permis de rester en bonne santé. Même à un âge très avancé. Il est autonome, il fait ses courses tout seul, mais c'est une prise de conscience. Quand on décide que si on doit arriver à un âge avancé dans la vie, autant le faire dans de bonnes conditions, parce que vivre longtemps, c'est bien. Vivre longtemps mais en bonne santé, c'est mieux. Oui. Donc, ça tient à des détails. Mais on a tendance, nous, l'entourage, de dire non, on va lui faciliter la vie. Non, je vais faire les courses à la place de ma mère. Non, je vais prendre les courses je vais faire genre pour éviter de les faire bouger au maximum, de les fatiguer. Non, c'est trop pour elle, je vais la fatiguer et tout ça. Mais on devrait plus penser au contraire. Non, je vais la laisser se débrouiller. Je pense qu'arrivé à un certain âge, on peut s'affranchir des courses, Amel. Oui. On peut. Tu es d'accord avec moi? La marche, oui, mais le poids... Je suis entièrement d'accord. Non, mais dans le sens où des choses à faire, voilà. Non, je pense qu'il faut, au contraire, il faut traîner maman et papa et leur dire, tiens, ce matin, on va aller marcher. Tiens, on va se balader, il fait beau. On va garer la voiture. On va la laisser au garage et on va aller acheter le pain à pied, par exemple. Ce qu'on ne fait pas. Hein. Ça tient à des détails. Le journal. Ça s'est perdu, le journal, depuis l'Internet. Mais ça, c'était quelque chose, c'était le petit plaisir des hommes arrivés à un âge certain. N'est-ce pas? Oui. C'est vrai. Enfin, c'est pas tant l'obligation. Les courses, c'est une obligation. C'est ça. Prendre du plaisir dans ce qu'on fait. C'est-à-dire que la femme d'un certain âge ou l'homme d'un certain âge marche, c'est prendre du plaisir dans l'action, s'aérer, voir un peu voir du monde, voir de la nature. C'est plutôt ça. Les courses, bon, on va laisser les enfants faire les courses, mais nous, on va aller se balader. Quels sont les avantages? Il y a quand même des avantages à la ménopause, non? Si. Alors, on va commencer par la maturité, la sérénité, le calme, l'expérience de vie. Et puis, il y a les avantages physiques. Je te laisserai parler. Il y a des avantages
Pour une femme qui a des menstruations qui sont quand même assez compliquées, où elle souffre chaque mois avec des douleurs, avec ce genre de choses, l'endométriose. L'endométriose, exactement. L'endométriose, pour les femmes qui ont toute leur vie eu des règles très douloureuses, elles sont libérées de ces douleurs. Les femmes qui avaient des règles hémorragiques parce qu'il y avait un petit fibrome qu'elle n'a pas traité à temps, qui l'embêtait, le fibrome aura tendance à se calcifier et à la laisser tranquille. Et puis pour certaines femmes qui ont des activités qui sont un petit peu gênées par leurs règles abondantes qui durent 7-8 jours et qui étaient embêtées parce qu'elles faisaient telle activité ou autre et elles étaient gênées pendant leur période, et ben, elles s'en affranchissent. Donc des avantages, il y en a effectivement. De toutes les façons, on a toujours tendance à regarder les choses, ça dépend comment on les voit en fait. Dès qu'on les voit avec un nouveau regard, plus tranquille, plus apaisé, tout paraît plus beau, plus facile, plus simple. Oui. Plus facile. Facile, oui, j'aime bien ce mot, tiens. Ça facilite la vie. Oui, tout Voilà. à fait. C'est l'angle d'éclairage. C'est l'angle d'éclairage, oui. Face à de tels changements, que devient... Pardon. Qu'est-ce qu'on devient au juste? Cette phase change-t-elle mon identité? La femme se dit, est-ce que cette phase change mon identité? Suis-je ou non la même femme à mes propres yeux? On ne va pas parler des autres, mais on va se parler à soi-même. Est-ce que je suis toujours la même? Certainement les mêmes. Hein. Oui. Bon alors, on va commencer. Bien sûr que je suis la même. Je suis la même âme dans un corps. Après, c'est des étapes que cette âme dans un corps humain va vivre, que ça soit de l'enfance jusqu'au départ. Mais c'est la même personne, bien sûr. Et la vie est faite d'expérimentation. Donc, on expérimente l'adolescence, on expérimente le jeune âge, la maternité, le mariage, la ménopause, mais on est la même. Hein. Vous savez, Mounia, il y a beaucoup de femmes qui vivent cette période de façon très agréable, qui s'épanouissent. C'est bien plutôt le contraire. Hein. Ouais. Quand elles vont dans cette phase, elles s'épanouissent et sur tous les plans. Que ce soit la prise en charge d'elles-mêmes, de leur corps, de leur entourage. Donc, on est toujours la même. Céline, des croyez femmes, quelqu'un d'autre? La femme s'enrichit avec le temps. Elle gagne de l'expérience, de la sagesse. Elle se bonifie. La femme ou l'homme d'ailleurs. Hein. Mais... Oui, après je vais rebondir par rapport à... Oui. Rapidement, parce qu'on n'a plus le temps. Rebondir maintenant. Oui, alors par rapport à l'identité, oui, si une femme rattache son identité à l'enfantement, aux enfants, à certains objets externes, oui, ça peut être perturbant. Mais si elle ne l'identifie pas son identité à ces éléments externes, non. Il n'y a aucun déséquilibre par rapport à cela. Très bien. Merci, mesdames, docteur. Merci. Pour cette émission. Alors, je rappelle, docteur Amel Lahrach, vous êtes hypnothérapeute. Merci encore d'avoir partagé ce petit moment avec nous et pour toutes ces informations. Merci, Mounia, pour le sujet très, très intéressant. Docteur Céline Belkhouja, vous êtes gynécologue. Merci encore pour toutes ces informations. C'est un plaisir. Et surtout, rappeler qu'il faut consulter. Oui, il faut consulter, évidemment. Et Wahida, merci encore. Avec plaisir. On se donne rendez-vous demain. Demain, oui. Inch'Allah, merci. Je vous souhaite une bonne journée. Profitez de la vie tout simplement. Et à demain. Au revoir.